Donc Hélène, on est juste après l'exercice. Est-ce que tu accepterais que je te pose des questions très concrètes? Oui, volontiers. Ok, je te remercie. Mais déjà, là, quand moi j'ai fait l'exercice, j'ai trouvé que c'était facilement accessible. Mais comment fais-tu avec des personnes, des patients pour lesquels il n'y a pas de réponse positive qui arrive et qui ne ressentent pas le positif, par exemple? Oui, c'est vrai que c'est quelque chose qui peut arriver et c'est tout à fait normal par exemple, quand on est dans une phase dépressive, que ça arrive, qu'on ne trouve pas. Il y a des gens, parfois, quand je leur pose la question, ils me disent rien. Puis ils ont rien. Puis ils sont dans cet état du corps, rien, je trouve rien. Puis c'est important que moi, en tant que thérapeute, je ne me laisse pas aspirer par ça et que je puisse poser des questions concrètes en disant, mais qu'est-ce que vous avez fait quand vous êtes levé ce matin? J'y retournais au moment où vous êtes levé ce matin. Qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous pouvez juste me décrire les petites choses que vous avez fait ce matin? Puis, avec effort, ils y repensent. Et puis, il y a des gens qui disent, bah, j'ai pris une douche. Puis, pour quelqu'un de dépressif, avoir le courage de Mm. prendre une douche, bah, c'est déjà quelque chose, hein. Voilà. Et puis, je cherche, je dis, est-ce que pour vous, quand vous prenez une douche, je cherche dans la sensorialité. Est-ce que pour vous, quand vous prenez une douche, trouver la bonne température, est-ce que c'est important? Ils disent, ah ouais, c'est bon, c'est important. Et là, je sais pas si quand tu penses à la bonne température de la douche, il y a une sorte de... Ça change au niveau du corps, hein. Je dis, et ce matin, est-ce que la douche avait la bonne température? Et puis ils se disent, ouais, ce matin, ça avait la bonne température. Je dis, prenez un moment, puis on installe cette sensation avec des respirations ou les thérapeutes EMDR, on peut faire, si les personnes supportent les stimulations bilatérales alternatives, on peut aussi faire, comme dans l'installation des ressources, faire des stimulations bilatérales lentes ou, j'ai envie de dire, accompagnées de cette respiration. Mais David O'Hare, qui nous a enseigné la cohérence cardiaque, dit que la respiration lente et synchronisée ensemble est aussi, selon lui, c'est aussi bon que le MDR. Daniel Siegel ajoute la mention que c'est important d'être en lien et d'observer ce qui se passe dans le corps pendant qu'on fait cette installation, que ce soit par la respiration, avec ou sans des stimulations. Donc voilà, je cherche dans le petit détail. Alors si les gens me disent, je me suis fait un café, bah, je leur demande, est-ce que vous faites partie des gens qui aiment que le café soit bien dosé? Alors ils disent, ouais, c'est la machine qui le fait avec la capsule. Je dis, oui, d'accord, d'accord, c'est déjà dosé d'avance. Je dis, mais quand vous buvez le café, est-ce que ce matin, le café que vous avez bu, il avait le bon dosage en café, la bonne force du café, le bon... Tu vois, donc je cherche cet élément sensoriel de satisfaction. La satisfaction est avant tout une expérience sensorielle. Ou pour les buveurs de thé comme moi, je vais demander, Mm. est-ce que vous avez un parfum de thé que vous préférez? Alors, tous les buveurs de thé ont leurs nuances. Donc, aiment, par exemple, ce thé vert-là, au jasmin. Moi, si j'ajoute du citron dans mon thé, ça augmente ma qualité de vie. Donc est-ce que ce matin, votre thé avait du citron? Oui. Est-ce que c'était bon de le boire? Est-ce que vous pouvez, si vous en avez à côté de vous, est-ce que vous pouvez boire? Est-ce que vous pouvez prendre encore une gorgée? Donc les gens, on prend une gorgée ensemble. Je demande toujours aux gens quand je travaille en ligne de prendre quelque chose à boire à côté d'eux. Et on prend un moment pour boire. Ce qui prend ce moment, c'est 20 secondes et puis on prend une grande respiration. Ou si je suis dans des séances EMDR, on fait l'installation avec des stimulations bilatérales lentes. Mhm. Donc, en fait, tu précises bien que tu fais un aiguillage très concret sur l'expérience. Tu vas aller chercher, ok, concrètement Le les choses. patient n'arrive pas lui-même, c'est mon rôle de Ok. l'accompagner jusqu'à ce qu'il trouve, parce qu'il y a toujours. Helga Mathès disait, si nous sommes en vie, c'est qu'il y a des bons souvenirs. Si nous sommes en vie, c'est qu'il y a des choses, des micro-petites choses à trouver dans le quotidien. Et Luc Isbart le soulignait très fort. À débusquer les petites choses qui ont entraîné un sentiment de satisfaction qu'on peut retrouver, ne fût-ce que sensoriellement, quand nous le détaillons suffisamment. Ok.
Merci Hélène. Et si toutefois la personne vraiment déprécie, tu l'as dit par exemple, oui, mais c'est la machine à café qui fait, ou si même elle résiste au point de te dire, oui, mais vous savez, c'est pas le café qui va changer ma journée ou mon humeur. Qu'est-ce que tu ferais de cela? J'aurais tendance à dire, revenons à ce moment, vous aimez le café? Puis si elle me dit oui, vous pouvez juste revenir à ce moment où vous avez goûté ce café, quelque chose que vous aimez. Je dis, je suis d'accord, ça change pas la face du monde, ça change pas la guerre à Gaza, la guerre en Ukraine, ça change pas ça. Et ça permet d'apaiser notre corps un petit instant. Je veux dire, ça permet de faire, j'ai envie de dire, une petite chose pour notre psychisme, pour être en meilleure posture après de faire des choses que nous choisissons et qui ont du sens. Donc, on Mhm. essaie de trouver. Donc c'est important une personne qui déprécie l'exercice qu'on fait, à mon sens, elle exprime soit une peur, par exemple, qu'on ne parle pas des choses plus importantes, soit elle aurait besoin de me dire combien elle se fait du souci par rapport à ce qui se passe dans le monde. Donc peut-être on peut faire une incursion en entendant ça. Puis c'est mon rôle de thérapeute à revenir vers cet élément sensoriel, ou peut-être en choisir un autre, en trouver un autre si celui-là, euh, il ne peut pas être installé, et pour compléter l'exercice. Parfois, il y a même des gens qui disent, j'ai eu une patiente un jour, quand je lui ai posé la question, qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui qui vous a satisfait? Elle dit, j'aime pas parler de moi. Puis j'étais un peu, je dis, bon, d'accord. Et puis j'ai sauté à la troisième question, je lui ai demandé, on était au téléphone, je lui ai demandé, là où vous êtes, qu'est-ce que vous voyez? Bah, je suis chez moi, est-ce qu'il y a une fenêtre? Parce que souvent, amener les gens à regarder en- hors de la fenêtre. Je dis, qu'est-ce que vous voyez? Je sais qu'elle a un jardin autour de sa maison. Elle a la chance d'habiter dans une maison, donc je lui ai demandé, quand vous regardez par la fenêtre, qu'est-ce que vous voyez? Elle dit, je vois le jardin. Et dans le jardin, est-ce qu'il y a quelque chose qui est pas trop mal? Donc on a travaillé sur la troisième question. Elle dit, il y a une fleur. Je dis, c'est quoi comme fleur? C'est une tulipe. Et puis on a juste détaillé la couleur de la tulipe. Est-ce que c'est une bonne chose de regarder cette tulipe? Est-ce que c'est plaisant? Et puis on a installé ça avec des stimulations bilatérales et de la respiration. Mhm. Donc tu nous permets de comprendre que l'environnement est une ressource pour le thérapeute si toutefois le patient n'arrive pas spontanément à trouver son expérience. Si, par exemple, cette personne-là, elle m'a clairement signalé, tu parlais de résistance tout à l'heure, elle m'a clairement signalé quand j'ai posé la première question, qu'est-ce que vous avez fait? Elle dit, j'aime pas parler de moi. Mhm. Du coup, on a commencé par la troisième question. Et puis, comme elle aime pas parler d'elle, j'ai bien entendu, je lui ai posé la question, est-ce que quelqu'un d'autre a fait quelque chose aujourd'hui qui était pas trop mal, que vous avez apprécié? Et là, elle a parlé de son fils qui a fait une boutade au petit déjeuner. Et puis je sais que le lien est un lien vraiment étayant. Mhm. Et puis je dis, et puis on a installé ça. Et puis on a fait la deuxième question. Et pour finir, je lui dis, est-ce qu'il y aurait une toute petite chose que vous avez pu faire? Ou alors si elle m'avait dit qu'elle buvait du thé ce matin, elle dit, et ce matin quand vous vous êtes, c'est vous qui avez fait le thé? Donc tu vois, c'est parfois à moi de poser des questions qui accompagnent la personne jusqu'à ce qu'elle peut trouver. Parfois, les thérapeutes qui posent de but en blanc les questions et puis les gens ne trouvent pas, j'ai envie de dire, c'est important. Et je veux dire, si les personnes signalent qu'elles ne trouvent pas, elles ne sont pas en train de dire je veux pas de votre exercice. Ils sont en train de nous dire votre exercice est trop difficile, j'ai besoin d'accompagnement. Et do- donc, et puis c'est à nous de faire des micro-pas jusqu'à ce qu'on puisse trouver quelque chose qui soit satisfaisant. Et Mhm. avoir cette croyance qu'on va trouver, cette confiance qu'on va trouver. Parfois, j'ai des patients qui me disent, mais moi, ce qui m'aide, c'est que vous ayez l'espoir pour deux. Et c'est vrai, c'est notre rôle. Si le patient ne peut pas toucher à de l'espoir, bah, en attendant, bah, c'est au thérapeute de le porter pour deux, d'y croire, de faire, d'œuvrer, jusqu'à ce qu'on trouve des micro-éléments d'espoir que le patient peut reprendre à son compte.
Oui, c'est vrai que tu nous laisses entendre, c'est comme un exercice de décontamination, un peu du désespoir qui se loge dans le quotidien. Oui, Ok. Est-ce que donc tu considères que c'est une installation de ressources, Hélène? oui, complètement. Ok. Il faut pas bifurquer vers des choses. Enfin, faut pas, c'est pas le moment où on approfondit les problématiques, les traumas. On peut faire une petite excursion vers quelque chose que la personne aurait besoin de dire, que soit abordé. Puis on revient vers l'exercice, puisque là, on est dans un exercice d'installation de ressources. Par exemple, on peut utiliser les trois questions pour les thérapeutes EMDR dans une méthode d'oscillation, quand on revient aux ressources. La méthode d'oscillation, c'est quand on se sent sur quelque chose de positif, puis on touche à quelque chose de traumatique, quelque chose de négatif, puis pendant un temps négocié, puis on revient vers du positif. Ben, par exemple, on peut poser la prochaine question, des trois questions pour Lucky the Bart. On peut commencer par la première question, puis quand on revient aux ressources, on pose la deuxième question, et puis on retourne vers la chose difficile. Puis quand on revient aux ressources, ben, on peut poser la troisième question. De cette manière-là, on peut utiliser, par exemple, les trois questions comme une installation de ressources pendant une méthode d'oscillation. Ok. Donc, Lucky de Barthes l'avait conçu comme un exercice à faire, j'ai envie de dire, uniquement centré sur les ressources. Mais voilà, en EMDR, on utilise parfois des allers-retours vers les ressources quand les gens ont peu accès aux ressources, quand on doit travailler sur des choses difficiles. Et là, je n'hésite pas à utiliser l'exercice des trois questions. et est-ce qu'on peut dire que tu l'utilises comme un exercice qui permet un changement d'état dans l'ici et maintenant, qui transforme l'état du corps dans l'ici et maintenant? Oui, Ok. complètement. Comme il est important, hein, dans cette méthode d'oscillation, qu'on revienne à la ressource jusqu'à ce que le corps soit complètement apaisé, eh bien, tu soulignais cette connexion avec le corps en disant qu'il faut davantage l'approfondir. Eh bien, dans ces moments-là, on fait ça. Mhm. Mm. Et finalement, tu préconises quel usage de cet exercice? Si on le fait une fois, est-ce que c'est suffisant? Alors, Lucas disait, pour créer une nouvelle habitude, ça veut dire, neurobiologiquement parlant, un nouveau réseau suffisamment exercé pour qu'il se mette en lien avec le cervelet, donc pour qu'il ait un accès sous-cortical, il Oui. faut 30 à 90 répétitions. Donc le faire une fois permet d'avoir une expérience aujourd'hui qui est agréable, sensoriellement agréable. Ça inscrit déjà quelque chose en mémoire long terme, tu vois. Donc ça commence à inscrire un réseau neuronal, mais ce n'est pas encore une habitude. Pour que ça devienne une habitude, j'ai envie de dire, comme je disais, la centration de regarder ce qui marche, ce qui est encore bien, pouvoir regarder une fleur qui pousse au printemps, de pouvoir regarder un ciel bleu. Là, aujourd'hui, on a du ciel bleu, on avait vraiment du ciel gris pendant des jours et des jours et des jours. Là, il y a un coin de ciel bleu, je dis, ah, il y a du ciel bleu, oh, c'est chouette. Voilà, j'irai promener tout à l'heure. Mais tu vois, je veux dire, ça nécessite vraiment une attention dirigée. Et construire cette habitude nécessite des répétitions. Donc, si on veut que cet outil marche bien, c'est intéressant de le répéter suffisamment de fois. Donc l'avoir fait une fois, c'est déjà bien pour cette une fois. Mais voilà, si on veut que ça devienne une habitude constructive, il faut cette répétition de 30 à 90 réoccurrences. Et comment est-ce que tu encourages cette répétition pour que les personnes pratiquent l'exercice régulièrement? Alors, je le donne comme consigne à faire à la maison. Je demande aux personnes de le faire. Enfin, ils peuvent le faire. Il n'y a pas de contre-indication à faire cet exercice. Ils peuvent le faire tous les jours. Peuvent le faire plusieurs fois par jour. Luc Isbart, pour les patients hospitalisés, il leur demandait de le faire une dizaine de fois par jour. Mm. Parce qu'il disait, bah, voilà, comme ils sont en unité d'hospitalisation, ils ont du temps, bah, je leur donne la consigne de faire ça. Alors moi, je ne travaille pas avec des patients hospitalisés, je donne aux patients la consigne de le faire entre les séances, de le faire au moins une fois par jour. Personnellement, je le fais tous les jours. Et je dis ça aux patients, je le fais tous les jours. Alors quand on a un peu d'exercice,
Eh bien, moi, j'aime bien les petits défis. Donc, au bout d'un temps, j'ai essayé de trouver deux choses pour chaque question, et puis trois choses pour chaque question, et puis quatre choses pour chaque question. Je me suis arrêtée à cinq parce que je trouve pas toujours cinq. Donc, voilà. Oui, c'est encourageant de savoir que le thérapeute le pratique. C'est vrai, ça le rend encore plus accessible. Et comment est-ce que tu perçois les effets bénéfiques? Qu'est-ce que tu recherches à observer chez le patient? La connexion à travers le corps, c'est-à-dire la capacité à toucher à des réseaux ressources et à pouvoir les ressentir dans son corps. Et mon espoir, c'est que ça puisse aider le patient à pouvoir trouver un chemin d'accès aux ressources plus facile, malgré les choses qui se passent dans son environnement, et bien sûr qui mérite une réponse suffisante. Euh, Lucky Sbard disait que lui faisait l'exercice. Le fait de trouver un sentiment de satisfaction dans la vie quotidienne permet, à travers le temps, aux personnes de pouvoir se projeter dans l'avenir, c'est-à-dire d'oser se projeter dans l'avenir et pouvoir définir des objectifs ou observer, par exemple, que j'ai mieux dormi ou que j'ai moins de peine à faire l'exercice. Pour les personnes qui ont vraiment des difficultés à trouver, je leur encourage à noter les réponses aux trois questions dans un petit carnet et les jours où ils peinent vraiment à trouver, parce qu'il y a des jours où vraiment, des jours difficiles pour beaucoup de Oui. personnes, hein. Je veux dire, eh bien, ces jours-là, je les invite à aller relire les notes des jours précédents. Et en relisant les notes des jours précédents, en espérant qu'ils retrouvent un bout de cette activation du corps, peut-être ce sera plus facile de trouver. Et si les patients n'arrivent pas à faire l'exercice entre les séances, Mm. eh bien, je commence les séances avec cet exercice-là, parce que c'est un exercice important. Donc tu proposes en fait, tu vas fournir l'espace pour répéter l'exercice au moins durant tes séances. Oui. Ok. Oui, pour les personnes qui peinent à se mettre au travail, au fait, ils nous signalent qu'ils peinent à faire les exercices de stabilisation entre les séances alors qu'ils en ont besoin. Eh bien, ils sont en train de nous signaler, ce que dit l'approche centrée compétences en psychotraumatologie, ils sont en train de nous signaler qu'ils ne peuvent pas encore s'appuyer sur le lien avec le thérapeute. Et du coup, ce lien avec le thérapeute mérite d'être consolidé et il n'y a rien de mieux que des exercices de stabilisation pour le faire. Des exercices de stabilisation qui permettent l'accès à une sensorialité corporelle ressentie positivement, là maintenant, ensemble. Et du coup, Oui. quand ça s'est répété, à un moment donné, le patient peut avoir des objectifs, il peut se projeter dans l'avenir en disant, oui, mais est-ce que la prochaine fois, on ne pourrait pas travailler sur tel élément? Puis là, on est heureux en tant que thérapeute. Ok. Et dis-moi, face on parlait un peu des résistances à cet exercice, mais est-ce qu'il y aurait une contre-indication à le pratiquer? Réfléchis. Ce que je disais tout à l'heure, il n'y a pas de contre-indication. Mm. Je pense à des patients qui sont en pleine crise d'angoisse, en pleine crise suicidaire, en pleine crise où il y a des parties émotionnelles qui émergent et un patient qui est en pleine panique. On ne va pas lui dire, attendez, c'est la panique de côté, on va d'abord faire un exercice de stabilisation. Là, je vais plutôt faire des exercices d'ancrage, des exercices de réorientation. Ce n'est pas les trois questions que je vais privilégier à ce moment-là. Donc, on va déjà amener la personne à réatterrir sur la terre des vaches, dans l'ici et maintenant, dans le présent. Si quelqu'un est dans une crise suicidaire, on va s'occuper de la crise suicidaire. Je veux dire, on n'est plus dans une relation d'aide, on est dans une relation de protection où il y a des choses à faire, d'accord? Donc, en pleine crise de panique, quelqu'un qui est en train de faire une attaque de panique, on va pas dire, attendez, on va faire l'exercice, on va s'occuper de ce qui se passe. Mais pour les personnes elles-mêmes, il n'y a pas de contre-indication si elles ne sont pas dans une période, dans une situation de crise extrême. Mhm. Oui, merci de préciser que tu hiérarchises les actions de stabilisation. Oui,
Oui. Cet exercice, il fait vraiment partie de, de, de la stabilisation quand je regarde 5 volets de stabilisation, hein. Il y a d'abord le fait de pouvoir apaiser son corps, la stabilisation neurovégétative, qui, quand les personnes sont en situation de panique, ben, ils ont besoin de quelqu'un d'autre pour, à travers son corps qui s'apaise, apaiser le corps du patient. C'est-à-dire le patient, psychiquement, n'est pas en mesure d'apaiser son corps. Donc, dans ce cas-là, ben, voilà, si on est avec un thérapeute, ben, c'est la tâche du thérapeute d'amener des exercices à apaiser le corps du patient. Et puis, il y a un exercice qui consiste à mettre de côté ce qui est trop perturbant. On a fait avec Laetitia l'exercice du contenant. Oui. Donc ça, c'est une autre vidéo. Et puis, une fois qu'on a mis de côté les choses les choses trop difficiles, une fois qu'on a apaisé son corps à travers des exercices de stabilisation neurovégétative, c'est-à-dire qui stabilisent vraiment le corps, qui permettent de réatterrir, eh bien la troisième tâche de stabilisation, ça va être euh, des exercices d'apaisement que le patient initie lui-même. C'est-à-dire c'est la tête qui décide, donc c'est des exercices du haut vers le bas, c'est la tête qui décide que je fais un exercice pour apaiser mon corps. Eh bien, ça nécessite quand même un patient qui veut bien se mettre au travail. Et pour se mettre au travail, le patient a besoin d'avoir confiance qu'il peut s'appuyer sur ce lien thérapeutique. S'il n'a pas confiance, cette confiance-là, elle doit être construite. Puis le quatrième exercice consiste à installer des réseaux ressources avec des stimulations bilatérales. Alors nous, quand j'ai parlé des thérapeutes EMDR, on a un petit peu mixé, hein, je veux dire, entre les trois questions, l'installation de bons souvenirs, de lieux sûrs, voilà, d'activités stabilisatrices avec les stimulations bilatérales. Pour moi, ça c'est encore d'un niveau supérieur parce qu'on utilise les stimulations bilatérales du corps. Et puis la cinquième stabilisation, et non des moindres, c'est la stabilisation d'ordre relationnel. C'est-à-dire on va se centrer sur des outils de stabilisation relationnelle qui appliquent l'attachement. Voilà, pour le situer. Et merci. Et là, encore une dernière question. Si toutefois le patient refuserait complètement de faire l'exercice, comme si c'était trop dangereux même de réfléchir ou d'accéder à, enfin juste d'accepter l'exercice proposé, est-ce que tu pourrais toi-même le faire pour lui donner envie de le pratiquer? Alors, tout dépend. Si le patient me signifie un refus décidé, s'il ne veut pas faire mon exercice, eh bien, dans ce cas-là, on ne le fait pas. Maintenant, si c'est un refus parce que le patient n'est pas en mesure de le faire, mais s'il était en mesure de le faire, il serait d'accord de le faire. Dans ce cas-là, évidemment, je peux, j'aurais dire, je vais faire l'exercice. Donc, par exemple, euh, cette patiente, hein, qui m'a dit j'aime pas parler de moi et qui m'a amené à commencer l'exercice par la troisième question, m'a vraiment enseigné que la troisième question est la moins impliquante. Donc, dans ce cas-là, je vais commencer par la troisième question. Et je vais dire, écoutez, est-ce que ça va si je fais l'exercice avec vous? Si je réponds d'abord à la question, est-ce que vous seriez d'accord de m'écouter? Et puis là, souvent, quand c'est un refus parce qu'ils ne peuvent pas, ils sont d'accord que moi je le fasse. Donc, moi, je vais dire quelque chose, euh, je vais dire, voilà, quelque chose qui n'est pas trop mal aujourd'hui. J'ai cité déjà le thé, je dis, mais voilà, je veux dire, quand je regarde par la fenêtre, il y a une jardinière avec des pensées des fleurs. Et il y a une pensée rouge avec un tout petit cœur jaune qui est magnifique. Et j'adore regarder cette fleur. Voilà, donc si ça me fait du bien quand je regarde cette fleur parce que je me met un sourire. Donc voilà, j'aurais tendance à faire l'exercice, prendre le temps de respirer et puis je dirais au patient, et vous, qu'est-ce que vous voyez autour de vous? Est-ce qu'il y a quelque chose de pas trop mal dans votre environnement qui s'est passé aujourd'hui? Et puis, souvent, le fait d'avoir fait l'exercice de mon côté bah, permet au patient d'embrayer et de faire sa part. Et puis, euh, par rapport à la deuxième question, très souvent, mais c'est naturel, il me vient quelque chose que le patient a pu faire. Par exemple, euh, quelque chose que l'autre a fait dont je suis satisfait. Dans ce cas-là, ça va être que le patient
malgré la difficulté de faire l'exercice lui-même, à accepter qu'on puisse le faire ensemble. Et ça, je vous remercie parce que voilà, moi j'y crois à cet exercice et ça me touche vraiment que vous ayez pu le faire. Puis je prends un moment pour respirer, puis le patient me regarde, bon, il respire avec moi. Je dis, et vous, est-ce que quelqu'un a fait quelque chose d'important, enfin, euh, une petite chose d'important, une petite chose, bon, pour moi c'est vraiment important que le patient puisse faire cet exercice avec moi, mais je demande au patient, est-ce que pour vous, il y a une petite chose que quelqu'un a fait aujourd'hui pour vous qui est pas trop mal. Donc, avec des patients qui souffrent de dépression, qui souffrent, qui ont des voix hostiles, voilà, qui ressentent beaucoup d'impuissance. J'ai envie de dire, parler des ressources avec des termes positifs, c'est presque vécu comme une insulte. Donc, dans Mm. ce cas-là, il faut adapter notre recherche, notre vocabulaire et chercher des choses qui sont encore pas trop mal. Et c'est comme ça qu'on trouve. Oui, il y a vraiment une approche délicate et progressive. Le pas trop mal est important. Oui, oui. OK? Et donc, est-ce qu'on peut utiliser cet exercice dans la relation à d'autres personnes? Ou est-ce que si les personnes ne sont pas réelles, je te demanderais, est-ce que ils peuvent se souvenir de quelque chose qui a été fait dans le passé? Ou tu vas nécessairement vouloir installer une action faite par quelqu'un dans le présent? Alors, il y a deux niveaux, je pense. Lucas Barthes, quand il travaillait avec des couples, il donnait la consigne aux couples, surtout quand il venait pour des soucis de communication, des disputes, des choses comme ça. Et il disait que c'était important, enfin, il leur donnait la consigne le soir, quand ils se rencontrent, après leur journée de travail, de prendre un quart d'heure de trêve, c'est-à-dire un quart d'heure où il est interdit de parler des choses qui posent problème, mais de pouvoir, alors il disait, si vous voulez passer le temps à faire des bisous, à te prendre dans les bras et à ne rien dire, c'est autorisé. C'est pas obligé de parler si vous voulez pas parler. Il dit, mais si vous voulez parler, je veux dire, il demandait au couple de pouvoir commencer euh, par euh, pouvoir dire quelque chose qu'ils avaient remarqué dans la journée, que l'autre avait fait et qui les avait touchés. Donc, pour soigner la relation à l'autre. Hein. Donc, ils pouvaient se dire mutuellement ce que l'un, enfin, ce que chacun, enfin, donc en faisant vraiment des pas, par exemple, quand tu m'as dit que tu appréciais le fait que je t'ai envoyé un petit message pour te dire j'arrive dans 5 minutes, euh, que tu l'as apprécié, eh bien, ça a un effet sur moi, tu vois. Et du coup, je veux dire, dans la relation à l'autre, je dis, bah, je me rends compte qu'il faudrait que je fasse ça plus souvent. Euh, et puis j'entends que tu me remercies pour l'attention portée à la relation. Et du coup, ça peut des choses qui peuvent être verbalisées. Et dans cette mesure-là, Lucas Barr disait, dans les couples, on arrive vite à pratiquer une sorte de surenchère. Eh bien, utiliser cet exercice pour pratiquer une surenchère n'est pas mal. On peut garder l'idée de la surenchère, mais en se centrant sur des choses positives. C'est d'ailleurs ce qui se passe, hein, les premiers temps, quand on tombe amoureux, ben, on décèle tout ce qui nous plaît chez l'autre et on lui dit. Et c'est comme ça qu'on investit des unités d'attention positive qui après supportent le fait de dire aussi des choses qui sont moins agréables à dire. Et du coup aussi, donc il conseillait au couple de commencer par la deuxième question et après de pouvoir passer par la question quoi d'autre n'a pas été trop mal aujourd'hui ou de pouvoir raconter sa journée à l'autre en disant et puis j'ai fait ceci, et ce qui permet à l'autre d'acquiescer ce qu'on a fait pourvu et toi t'as fait quoi? Enfin voilà, de pouvoir. Donc on peut utiliser aussi cet exercice, j'ai envie de dire, dans des relations comme ça. Ou, par exemple, je disais, j'ai une maman qui se plaignait toujours du fait que son fils ne rangeait pas les chaussures comme elle lui avait appris. Et je lui demandais, et quand votre fils range les chaussures comme vous lui avez appris? Bah, alors c'est bien. Je dis, mais est-ce que
est-ce que c'est possible que vous puissiez lui dire que vous avez remarqué que les chaussures étaient bien rangées aujourd'hui? Et du coup, voilà, ça peut être des choses vraiment utiles de pouvoir porter attention à ça ensemble, pouvoir voir qu'est-ce que je ressens dans mon corps. Bah, je suis contente que tu aies pu faire ça. Et puis, petite boutade du fils qui venait faire que les deux souriaient en même temps. Enfin, voilà. Donc, on Mm. peut utiliser cet exercice aussi dans la relation à l'autre. Par rapport au fait que tu dis, que tu cites des relations qui n'ont plus lieu dans le présent, mais qui dans le passé, j'ai envie de dire, étaient empreintes de choses positives, bah, rien n'empêche d'aller chercher ces choses-là et de les installer comme des vraies ressources. Enfin, comme des vraies ressources. Les autres, c'est pas des fausses ressources, pardon. Mais comme des ressources, j'ai envie de dire, avec cette installation des ressources, c'est-à-dire qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que j'entends, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce qui se passe dans mon corps. Donc, quand je dis comme des vraies ressources, je pense au protocole d'installation des ressources avec des stimulations bilatérales, des respirations en prenant du temps. Donc là, j'approfondirai ces moments ressources dans la relation. Et Oui. j'essaierai de trouver, comme nous l'a enseigné Lucky Barthes, et la thérapie narrative également, qu'est-ce que ça vient dire de la personne en termes de valeurs existentielles, qu'est-ce que ça dit de valeurs partagées dans cette relation, bien sûr. Voilà. Euh, eh bien, écoute, merci Hélène. Je crois que c'est terminé pour les questions et merci car c'est très convaincant. C'est comme si ces trois questions qui sont très simples permettent vraiment de construire comme l'antidote un peu à la noirceur et à des mouvements dépressifs qui gagnent les patients, Mhm. les espaces thérapeutiques. Mhm. Et là, en t'écoutant, merci de cela, je me rends compte que ces trois questions, effectivement, elles offrent la possibilité de changer l'état du corps et de réorganiser la physiologie dans le présent, dans une expérience présente, mais aussi avec le soutien de la relation et de l'environnement. Il y a les trois niveaux, les trois volets qui nous définissent. Donc, merci, c'était vraiment riche. Merci à toi de m'avoir aidé et pour tes questions et permettre cette discussion qui permet d'étayer aussi l'exercice qu'on a montré tout à l'heure. C'est vraiment précieux. Merci beaucoup. Avec plaisir, Hélène.